Voici le sommaire de ce téléfoot avec la première journée du championnat de France de football qui a attiré près de 190 000 spectateurs. Et nous avons fait un choix, il fallait en faire un, ce sera Marseille-Monaco. Avec une interview choc du néo-marseillais Alain Giresse. On insistera aussi sur les nouveaux venus dans notre championnat, les étrangers qui étaient au Mexique. Le retour du Racing au Parc des Princes pour Racing Le Havre. Et puis pour terminer, le sujet tactique avec Paris Saint-Germain, ses attaquants et une défense un peu spéciale. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur ce plateau de téléfoot. Un téléfoot un petit peu spécial, comme vous allez pouvoir le constater, new look. Il faut bien changer un petit peu, même une affaire qui gagne. Et nous allons essayer de vous présenter de nouvelles rubriques, avec notamment pour chaque journée de championnat, le match du jour. Ce sera notre match, en quelque sorte, Didier. Ce sera donc le match du jour, je vous l'ai dit, la première journée Marseille-Monaco. Il y aura aussi l'homme de ce match, c'est-à-dire que vous verrez bien entendu des images de cette rencontre en long, en large et en travers, mais aussi ce qui s'est passé avant, après, c'est-à-dire tout l'environnement qui fait un match de football. Voici donc le match du jour de la première journée. Ça va arriver. Oh, c'est bon. Stade de Vélodrome, le matin du match, on fait encore la queue leu. Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri. Joëm, c'est le cri de détresse lancé par Michel Hidalgo depuis un bon mois maintenant. Monsieur, vous habitez en face du stade Vélodrome. Juste là, au boulevard Michelet. Et vous avez vu souvent autant de gens? Non, jamais. Depuis plusieurs années, je n'ai jamais vu autant de monde pour le match. Mais il y a une petite queue là, ça va. Mais ça dure depuis hier. Depuis hier que ça dure. Et ça, c'était... Depuis hier, je n'ai jamais vu autant de monde. À quelques mètres de là, on travaille encore dur. Depuis plusieurs semaines, on bricole derrière les buts. On y a installé 8000 places supplémentaires. Terminé la petite piste, le public sera au bord du terrain, un vrai petit stade anglais. Michel Hidalgo, le nouvel homme orchestre de l'OM, vérifie les derniers petits détails. Tout sera prêt pour leur H, c'est-à-dire un peu plus tard dans la journée. Et en plus, vous allez le voir, ça a l'air de tenir le coup. On veut changer un peu tout ce qui existe, tout ce qui est institutionnel dans le football. Donc on a un stade où il n'y a plus qu'une seule publicité, alors qu'avant il y avait toutes sortes de publicités. Ou un stade où il y aura des éclairages, des rayons laser, où il y aura une sonorisation tout à fait spéciale. Il y aura un grand écran avec un spectacle permanent. Et puis il y aura surtout un spectacle d'après-match. Mais bien sûr, on va découvrir tout ça en même temps. Commençons par la sono, une sono d'une puissance de 40 000 watts, difficile de faire mieux, vous en conviendrez. Écoutez. Abdoulaye Diallo, qui déjà est en discussion avec Alain Giresse. Voici maintenant le fameux écran géant, 80 mètres carrés, 50 000 tubes cathodiques, il n'en existe que 76 dans le monde. Vraiment le NEC plus ultra, qui permet de présenter aux spectateurs avant le match et à la mi-temps des images inédites concernant leur équipe, sa façon de préparer un match par exemple. Mais ce n'est pas l'unique programme évidemment. Enfin, nous y reviendrons tout à l'heure. Des images qui ont été tournées lors de la rencontre à 7. Revenons au stade, à quelques heures du match, ça bricole aussi sur le terrain. 4 journaux lumineux de 22 mètres couvrent le stade. Évidemment, avec ce genre de procédé, votre œil est attiré beaucoup plus facilement. Et sur ces fameux journaux lumineux, on y affiche des Allez l'OM à tout va, mais aussi des pubs. Alors, on va couper. Enfin, une seule pub. Regardez au fond, derrière les buts, le panneau de publicité est le même partout. Bernard Tapie, vous le savez, vend chacun de ses matchs à un seul sponsor. Et on retrouve l'écran géant, ça bombarde, et à la fin de la soirée, vous ne pouvez pas ne pas savoir que les radis sont moins chers dans la grande surface du Schmoll. Si Michel Hidalgo amène à l'OM son expérience, sa compétence et tout, il amène aussi évidemment son image de marque. Pour ce match, l'annonceur a déposé un chèque d'1 million de francs dans les caisses du club. Indiscutablement, du travail de professionnel. Je pense qu'on essaie aussi de créer des conditions qui fassent que ce soit la fête, qu'on gagne ou qu'on perde. Parce que le sport, et c'est ça qui fait sa beauté, on peut toujours tout prévoir, mais en fait c'est quand même sur le terrain que ça se décide. Et que vous connaissez sur un fait ponctuel, les aléas sont tellement importants que autant sur une longueur de championnat, je pense que les meilleurs se retrouveront en tête, autant sur un match, on ne peut jamais savoir. Donc il faut essayer de donner aux gens des moyens de se distraire et de s'amuser, même si éventuellement on rate notre match, quoi. Évidemment, il serait préférable, tant qu'à faire, que les 90 fusées installées sur le toit du stade prennent leur envol après une victoire de l'OM. Le plus important, du coup, on avait fini par un peu l'oublier, c'est cette équipe de l'OM. Tout est prêt pour la fête. Maintenant, messieurs, c'est à vous de jouer les Loré, Papin, Forster et tous les autres, sans oublier le petit dernier de la bande qui est arrivé il y a seulement quelques jours. Nous, on a bossé dur, on ne pouvait pas faire mieux, croyez-le bien.
Fredo, va me chercher des fesses, Fredo. Tu déconnes, là. On va y arriver. Eh ouais, putain, qu'est-ce que cette personne, là. Enfin, on y est arrivé. Förster, Domergue et compagnie semblent évidemment légèrement crispés au moment de tester la pelouse. Il ne va pas falloir décevoir tout ce beau monde. Allez, si ça peut vous rassurer, il y en a aussi quelques-uns dans la tribune qui manquent un peu d'air. T'es un petit peu nerveux quand même. Ah ouais, moi je suis comme avant l'Alpe d'Huez. Marqué comme l'Alpe d'Huez, ça c'est bien fini. Il n'y avait pas de raison que ça se termine mal. Marseille a battu Monaco 3-1, quelques cartons jaunes, mais un match tout de même très régulier. Et puis 48 411 spectateurs. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Et des fumigènes plein les bras également. Alain Giresse, c'est son premier ballon sous les couleurs de l'OM. Et à l'image de ce tacle de Förster, on sent toute la détermination des joueurs marseillais. Sliskovic-Giresse, l'entente semble parfaite. On est d'ailleurs à ce sujet curieux de savoir si les deux meneurs de jeu ne vont pas trop se marcher sur les pieds. Dans l'ensemble, ça se passera plutôt bien. Sliskovic a un petit faible pour les coups de pied arrêtés. Alain Giresse aussi, il est à côté du ballon, mais il n'insiste pas. Pour l'instant, ce sera le Yougoslave. Cela dit, Alain Giresse a réalisé 20 premières minutes de tout premier ordre, notamment en distillant de fort belle façon des ballons en profondeur à destination des deux béliers de l'attaque, Cubens et Papin, ici en action. C'est également sur un ballon en profondeur, vous voyez, Sliskovic pour Giresse, les deux hommes s'entendent assez bien. Donc sur un ballon en profondeur que Giresse a passé ce ballon à Galtier pour la tête de Cubens, un but magnifique. Et le bélier qui va de l'avant, qui pourra l'arrêter, pas Loré en tout cas. Mais oui, il y a le gardien Bell, il arrête les ballons et aussi les béliers, il est parfait. Mais attention, la pyramide s'écroule un petit peu car le milieu de terrain monégasque prend le dessus et à l'image de ce coup franc de Bellone, eh bien la défense de Marseille est mise en danger à plusieurs reprises. Sliskovic fait toujours apprécier sa technique. Baissera d'un ton tout de même en deuxième mi-temps et quittera ses partenaires à un quart d'heure de la fin. Et toujours Monaco avec Amoros qui rate sa frappe alors qu'il était très bien placé. Manuel Amoros qui n'a visiblement pas le mondial dans les jambes. Il a été excellent, tout comme Galtier, l'arrière droit de l'OM. Et toujours cette équipe de Monaco qui tricote bien, mais il y a un problème au niveau de la finition. L'éternel rengaine. Tactiquement, on joue bien, on coupe bien le terrain. Il y a des jolies combines. Et il n'y a pas de personne devant le but, homme de but ou des hommes de but qui vont avec méchanceté. On veut entrer avec le ballon dans le but. Cet homme qui va avec méchanceté entre guillemets aurait pu être Jean-Pierre Papin, déjà apprécié par le public marseillais. Il devait aller à Monaco, finalement il a signé à l'OM, vous le savez. Lui, il va toujours au bout de ses actions. Il y met beaucoup de hargne. Évidemment, il y a un certain pourcentage de déchets, mais comme il est dans tous les bons coups, à un moment, ça finit par payer. Mais revenons à l'AS Monaco, qui domine toujours légèrement et qui, peu de temps après la reprise, va égaliser fort logiquement. Au départ, Amoros pour l'Herbi, qui redonne à Amoros de l'intérieur du pied, tranquillement. Du bon boulot. Un partout. On est inquiet pour l'OM. L'OM de l'année passée, sans doute, aurait été battu par cette équipe de Monaco. Mais là, il y a des joueurs d'expérience. On laisse passer l'orage. Et après, le beau temps avec ce pénalty accordé aux Marseillais. Faute ou pas, difficile de le dire. Le mieux était finalement de s'adresser à l'un des intéressés. Il y avait faute ou pas? Ça s'est passé comment? Non, je dirais qu'il n'y a pas faute. Je crois que je joue le ballon entièrement. Et puis bon, Jean-Pierre Papin vient s'empaler sur moi. Et M. Lartigot a jugé qu'il y avait faute intentionnelle de ma part. Je pense qu'il s'est trompé, mais enfin, je lui dis, on ne peut pas revenir dessus. C'était également notre avis vu des tribunes en direct, mais en revoyant à plusieurs reprises cette action, on se rend compte que c'est Jean-Pierre Papin qui touche le premier le ballon. Donc, le pénalty s'imposait quelque part. Il est réussi par Jean-Pierre Papin lui-même. Pas beaucoup de réussite pour Jean-Luc Ettori. Le ballon lui est passé sous le bras. Marseille va profiter des espaces qui sont maintenant offerts aux Marseillais. Avec beaucoup de sang-froid, Papin marque un troisième et dernier but. Vous voyez, au départ de l'action, il était couvert par Filippi, donc pas hors jeu du tout. C'est le score final. Et maintenant, l'homme du match. Il est beau, il est parfait. Et il a mangé beaucoup d'épinards. C'est lui, Søren Lerby. Ancien joueur du Bayern, va faire un petit coucou à l'ancien joueur de Stuttgart, Karl-Heinz Förster, sacré meilleur joueur du dernier championnat de Bundesliga. Lerby a été superbe. Première rampe de lancement. Toujours
Une très belle frappe de balle du pied gauche qui met ici à contribution la panthère de l'OM. Bon sur le plan défensif, ça on savait depuis longtemps, une petite faute, mais enfin dans l'ensemble il a été très correct. Et puis aussi une bonne vision de jeu et un pied gauche, je vous l'ai dit, qui fait la différence ici. 45 bons mètres pour Ferrage, juste dans l'axe. Et puis n'oublions pas, sur l'action du but, une belle feinte de frappe qui trompe Galtier, intérieur du pied. Il a eu le temps de lever la tête. Vraiment un super Lerby. Monaco ne s'est pas trompé sur le choix de ce transfert. Vous voyez que Lerby, en plus de son talent, il est ici au centre de votre écran, en veut terriblement. C'est un homme de tempérament, mais cela n'a pas suffi à l'OM. C'est encore Bernard Tapie qui a gagné la bise à madame. C'est la classe, on ne se refait pas, poignée de main à monsieur. Et encore des bisous à tout va. Il a gagné son premier pari, le public était ravi. La fête peut commencer, plus exactement continuer. Les lasers et le nouveau cri de guerre des supporters Joem. Ensuite, le feu d'artifice, la cascade. En tout cas, je vous l'ai dit, Bernard Tapie a déjà marqué de son empreinte l'OM et le stade Vélodrome. Fort, c'était son dernier coup d'éclat, Bernard Tapie. L'avant-dernier, on se souvient, c'était le transfert surprise d'Alain Giresse à l'Olympique de Marseille. Oui, le transfert surprise de cette dernière semaine. Vous savez que les transferts se terminent traditionnellement la veille à minuit de la première journée de championnat. Et bien dans la semaine qui précède, on a appris donc que Alain Giresse jouerait non plus à Bordeaux après 22 ans de bons et loyaux services. Rendez-vous compte, il était arrivé en 1964 en tant que poussin aux Girondins de Bordeaux. Et le voici maintenant sous le maillot blanc de l'OM avec la devise « Droit au but ». Gigi. Frédéric Jaillant. Alain Giresse. Sur ce premier match, il y a eu un événement exceptionnel puisqu'il y a eu tout un spectacle autour de cette rencontre. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Ça donnait un caractère particulier au match et je crois que c'était une grande soirée qui a été vécue ici. Bon, je ne crois pas de regret. Je crois que peut-être que si la Coupe du Monde se serait disputée ailleurs qu'au Mexique, dans des conditions un peu plus normales, ça aurait été plus facile pour nous. Mais je crois qu'il faut faire un bilan positif de cette Coupe du Monde. Votre performance, à vous, comment vous la jugez? Elle n'est pas importante, je pense. C'est avant tout un sport collectif. Et je n'ai jamais vu retirer. Enfin, je ne suis pas pour le fait de retirer un joueur d'une équipe quand elle n'est pas bien ou comme ça. Je pense que c'est avant tout, c'est une équipe qui joue, c'est une équipe qui gagne, c'est une équipe qui perd. Et ça, c'est le plus important. Il y a eu certains événements qui ont fait que je me retrouve ici à Marseille. Maintenant, c'est le football, c'est l'avenir de Marseille qui m'intéresse. Je crois que ça ne vaut pas la peine de parler de tout ce qui s'est passé à ce sujet-là. Vous aviez envie de venir à Marseille, il y a un environnement qui vous plaît? J'ai donné mes raisons, je ne crois pas que je vais pas revenir sur le sujet. Et, point final pour cette affaire-là. La page est tournée et je préfère voir l'avenir, surtout quand tout se présente comme maintenant. Au niveau ici de l'ambiance, par exemple, on va partir de l'ambiance du stade. Bon, je pense qu'il n'y a pas de commune mesure. D'abord parce qu'ici il y a davantage de spectateurs et puis qui crée un climat un peu plus impressionnant et un peu plus chaud qu'à Bordeaux. Ensuite, bon, si on parle du club, bon, c'est sûr qu'ici c'est un club où il y a tout à faire. Hein. Dernière question, Alain, après votre départ, Claude Bèze a déclaré qu'il vous méprisait profondément, entre autres, et que selon lui, vous aviez bien mal terminé votre carrière. Alors quelle est votre réponse? Oui, écoutez, comme la même que celle de tout à l'heure, je dis, la page est tournée, on ne va pas faire de commentaires sur cet épisode-là. C'est une vie professionnelle qui s'est terminée à Bordeaux et une nouvelle qui commence ici à Marseille. Vous vous laissez insulter un petit peu? Pardon? Vous vous laissez insulter un petit peu? Je laisse les propos, c'est pas... Je ne veux pas rentrer dans la polémique parce qu'on n'en sort pas. Ce qui m'intéresse, c'est ici de construire quelque chose, d'essayer d'apporter un petit peu ce pourquoi on est venu chercher. Au fait, et les autres? Eh bien, Giresse les inspire, eux aussi ont des choses à dire. Alain Giresse est un exemple vivant de modèle de professionnalisme. Donc à partir de là, je crois qu'il va donner des bonnes habitudes aux joueurs. Et puis en plus, il a la chance d'être un grand joueur. À partir de là, sur le terrain, il va certainement nous éclaircir les situations confuses. Dans les moments chauds, il va apporter son expérience, son calme et sa lucidité.
puis comme il a quand même encore le coup de rein, je crois que dans les moments décisifs, il va pouvoir nous marquer quelques buts. Il va nous permettre de gommer un petit peu l'excès qu'il peut y avoir ici à Marseille, la démesure quelquefois, mais avec lui on va réussir le trait d'union parfait entre la chaleur, la ferveur de cette ville qui est Naples au 2e, au 3e degré, et Alain Giresse qui est la sagesse même. Il est vrai que je suis parti un peu de Bordeaux justement parce que on me comparait souvent à Gigi et puis j'ai jamais eu l'occasion de jouer puisqu'il était là. Enfin, sa venue à l'OM ne me gêne pas. Disons que pour le club, je pense que tout le monde le recrue, il va apporter son expérience au milieu de terrain. Ça fait vraiment plaisir de s'entraîner avec lui, quoi. C'est un modèle pour vous? Oui, ouais. C'est un exemple. Eh oui, c'est un exemple, notre ami Alain Giresse, comme il le dit, une page est tournée et une autre toute blanche, comme le maillot de l'OM commence. Mardi 5 août, première journée du championnat de première division, avec un rappel de ce qui s'est passé sur les différents terrains de France. Nice-Toulon, le premier derby méditerranéen avec un seul carton jaune pour un garçon qui a fait un super match, Ginola. Des fumigènes, beaucoup de monde, c'est vrai qu'on est en vacances sur la côte et dès la 12e minute, les Toulonnais avec leur nouvelle tenue, tout de jaune vêtu, les Toulonnais ouvrent la marque, centre de Pardo, tête de Victor Ramos, 1-0. Les Niçois vont se reprendre, 28e minute. Très belle action collective et surtout Henry qui joue fort bien le coup pour Marc Pascal. Un but partout. Marc Pascal venu des Girondins de Bordeaux à l'OGC Nice au cours de l'intersaison. Juste avant la mi-temps, 37e minute, centre de Ginola et nouveau but de Victor Ramos. Premier doublé de la saison donc et 2-1 à la mi-temps pour les visiteurs, c'est-à-dire pour le Sporting de Toulon. Il faudra attendre la 84e minute pour voir les Niçois égaliser de belle manière. Un superbe tir de Bernard. Nantes-Lille, difficile succès des Nantais, à qui après le repos, 49e minute, but de Yvon Leroux et un peu plus de carton jaune. Rennes Racing Club de Paris, le même score, pas mal de cartons jaunes également. 20 000 spectateurs au stade de la Route de Lorient. Et un seul but que nous allons voir tout de suite, marqué à la 25e minute par Didier Christophe de la tête. C'est un bon joueur de tête, on le sait. Il a profité d'une légère erreur de Pascal Olmeta pour marquer l'unique but de cette partie. Le capitaine rennais, 1-0, ce sera le score à la mi-temps, le score final, on vous l'a dit. Malgré quelques occasions des Racingman en fin de partie, notamment avec leur attaquant Bureau. Maxime Bossis n'était pas là. Francescoli, Lidbarski et Fernandez étaient en revanche sur la pelouse. Donc voici Bureau une première fois. Superbe réflexe d'Ia. Et une deuxième fois, c'est à côté. Rennes qui a même marqué un deuxième but que l'on pouvait qualifier de valable. Mais l'arbitre a estimé qu'il y a une légère faute de Solaire sur Mahut. Cela finalement ne change rien à l'affaire puisque Rennes l'a emporté. Bordeaux-Metz. Beaucoup de spectateurs. Toujours 1-0. Le premier but de Philippe Vercruis. Beaucoup de spectateurs également à Sochaux. Sochaux, Saint-Etienne, la venue des Verts fait toujours recette. Et les maîtres artilleurs sur coup de pied arrêtés, Fernier et Sauzet. Fernier qui va ouvrir la marque à la 18e minute sur un superbe coup franc. Pleine lucarne, rien à dire, rien à faire. 1-0 pour Sochaux. 2-0 pour Sochaux quelques minutes plus tard. On est toujours en première mi-temps. Cette fois-ci, c'est Sauzet des 25 mètres. Tir qui marque le deuxième but. Le maçon est battu. 2-0. Ça commence mal pour Saint-Etienne, dont c'était le retour en première division, rappelons-le. Mais à Saint-Etienne, cette saison, il y a Crimo qui a remplacé Mila au centre de l'attaque. Et Crimo, c'est un redoutable buteur. Il va le prouver à la 38e minute. Centre de Primard. Et but de Crimo, c'est le premier, 2-1, on est à 7 minutes de la mi-temps. 2 minutes plus tard, ce formidable lutteur qui a été à l'origine du bon parcours des Marocains, ne l'oublions pas, en Coupe du Monde, Crimo va marquer sur un exploit de Daniel son deuxième but, deuxième doublé donc de ce championnat, 2-2 à la mi-temps entre Sochaux et Saint-Etienne. Coup franc de Fernier encore, tête de Pelletier, l'ancien Racingman, et 3-2 pour les jaunes de Sochaux.
Et à 4 minutes de la fin, 3-3 sur un corner de Daniel. L'un des maîtres à jouer de cette équipe de Saint-Étienne, c'est Robert Jacques, lui venu du Paris Saint-Germain, qui marque son premier but pour les Verts, ce qui ne l'empêche pas de faire l'avion, comme au Parc des Princes. Bravo Robert. Le Havre-Brest, seul succès à l'extérieur. Bravo les Brestois de Brown et de Julio César. 2 buts de Bucher. Nancy-Auxerre, match nul 1 partout, un seul carton jaune pour Perdriau qui a aussi marqué un but. Tout s'est joué en l'espace d'1 minute dans cette partie au stade Marcel Picot. Tout d'abord Nancy à l'attaque, Nancy qui joue donc sur la droite en maillot blanc. Et vous allez voir un premier but de Philippe Piette, une reprise de volée à la suite de ce renvoi un peu faiblard dans l'axe, c'est toujours très dangereux. Mais rien n'est perdu pour Auxerre, bien au contraire, puisque 1 minute plus tard, Cartier, le stopper de Nancy, ne sait pas qu'il a un joueur dans son dos, il veut éviter le corner. Résultat des courses, égalisation de Perdriau du plat du pied, superbe. Score final 1 partout. Il faudra faire attention, je crois, à ces deux équipes, outsiders de la saison. Il y a eu pas mal de cartons. Attention messieurs, ça n'était que la première journée. Lens-Toulouse, 30e minute, une ouverture de Gérald Passy. Et un premier but marqué par Durand. 1-0 à la mi-temps. Il faudra en deuxième mi-temps un penalty accordé par l'arbitre M. Vautreau, dont c'était la rentrée en première division. Une faute sur Lefebvre dans les 16 mètres, penalty que transformera l'autre Ramos, Venancio, 1-1 entre Lens et Toulouse. Vous avez sans doute compris que sur le fond, ce sont les couleurs de l'équipe qui reçoit. Regardez comme c'est joli. C'est le maillot du PSG qui a battu difficilement Laval. Bocandé a raté un penalty en première mi-temps. Il a fallu attendre la 85e minute pour voir le but de la victoire, marqué par Janol. Janol qui est un défenseur, pourtant dans le secteur offensif, l'équipe du PSG semble bien armée avec Rocheteau, Bocandé et Aliozic. Cela dit, ces joueurs seront-ils complémentaires? Nous allons voir tout cela dans un instant avec une nouvelle rubrique, la rubrique tactique. C'était intéressant ce match PSG-Laval car il y avait également, Thierry, une innovation de Gérard Rouillet sur le plan des défenseurs. Donc la rubrique tactique avec Yves Kufferminck sur ce match. Tout d'abord l'attaque du PSG et puis aussi la défense. On va y voir plus clair. Absolument. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme. Pour son premier match de la saison, le Paris Saint-Germain offrait une curiosité. Une défense à 5 joueurs avec devant le libéro Philippe Janol, 2 stoppers Jean-Marc Pilorget et Michel Bibard. Une tactique employée durant le mondial par la RFA et l'Argentine. En théorie, Pilorget et Bibard opèrent un marquage sur les 2 attaquants de pointe adverse, en l'occurrence Audrin et Youm, permettant ainsi aux arrières latéraux Ayache et Levitz, libres de tout marquage, de s'intégrer aux attaques parisiennes et au besoin de se transformer en ailier. Oui, je m'étais aperçu que l'an dernier, notre système avait au moins cet inconvénient, s'il avait aussi beaucoup d'avantages, c'est qu'il bloquait complètement les arrières latéraux. Or, que ce soit Thierry Bacconnier quand il joue, que ce soit Claude Lovitz ou William Ayache, ils ont des caractéristiques qui font qu'ils peuvent participer beaucoup plus aux attaques. Contre le Stade Lavallois, compte tenu de la vitesse et de la position excentrée de Ternio Youm, c'est Claude Lovitz qui se chargeait de son marquage. Du coup, Michel Bibard devenait un joueur libre, qui malgré son numéro 4 était tantôt défenseur, tantôt milieu de terrain. Peu habitué à ce poste, Bibard a éprouvé quelques difficultés à se situer par rapport à ses coéquipiers, ce qui explique le faible rendement de l'entrejeu parisien contre Laval. L'autre curiosité de cette équipe parisienne est bien sûr l'attaque, composée de 2 avancantes, Vahid Halilhodžić et Jules Bocandé. 2 véritables buteurs, le problème, n'allait-il pas se marcher sur les pieds? Halilhodžić et Bocandé ne sont pas des avancantes de l'ancien style. Tous deux savent autant faire marquer des buts qu'en marquer, et tous deux sont très à l'aise dans le développement du jeu. Ceci dit, il est possible qu'à certains matchs ils aient des actions symétriques, mais les automatismes et le jeu feront qu'ils changeront au fur et à mesure. Occupant la position d'avant-centre à tour de rôle, Bocandé et Halilhodžić ont dû faire face mardi soir à une défense lavalloise très renforcée. S'ils n'ont pas marqué, leur entente n'est pas en cause, ils ont surtout semblé manquer de soutien.
Dans ce domaine, l'autre Yougoslave, Safet Suzic, devrait à l'avenir apporter bien davantage. Maître à jouer du secteur offensif, c'est lui qui décide d'orienter le jeu sur l'un ou l'autre des attaquants. Il peut également profiter du marquage de Bokande et d'Halilhodžić pour tenter sa chance lui-même. La tactique étant en fonction des hommes, Gérard Houllier possède des solutions de rechange, avec notamment Dominique Rocheteau. Avec son entrée mardi soir, Gérard Houllier a tenté le pari de faire jouer non plus 2, mais 3 avant-centres, comptant sur Rocheteau pour faire la différence grâce à son sens de la remise et à son jeu de soutien. Le risque étant de retrouver, comme cette image le prouve, ces 3 joueurs attirés par le but dans la même zone du terrain, ce qui a pour conséquence de faciliter le travail des défenseurs adverses. Reste que 3 avant-centres n'est pas forcément la solution miracle. La preuve en est que mardi soir, c'est le libéro Philippe Janol qui a fait la différence en inscrivant à 5 minutes de la fin le seul but de la rencontre. Si l'on compte l'Argentin venu à Tours, Almiron, ce sont 18 joueurs qui ont participé à la phase finale du championnat du monde qui sont arrivés dans notre football. Un football français qui ressemble maintenant à un petit championnat d'Italie. Nous allons voir ça avec Yves Kupferman. Du mondial, la France n'était pas tout à fait absente de la finale, puisque 4 joueurs présents au coup d'envoi de ce RFA Argentine disputent cette saison notre championnat. Ils étaient 3 côté argentin avec un ancien Burruchaga, les 2 autres, Braun et Olarticoechea, ne connaissant pas encore notre championnat. Découverte aussi côté allemand avec Karl-Heinz Forster, auquel on peut ajouter Pierre Lidbarski, qui n'était que remplaçant. Avec 58 joueurs étrangers en première division, la France est le premier importateur d'Europe devant l'Italie. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, même les grands noms du football viennent jouer en France. Certes, la frontière italienne est fermée, mais ce n'est pas la seule explication. Je pense que ces dernières années, le football français s'est considérablement rapproché du top niveau européen. Il a été champion d'Europe il y a 2 ans. Je crois que désormais, il doit atteindre le sommet. Et pour moi, il est très intéressant aujourd'hui de participer à cette ascension. Cette ascension, Soren Lerby, qui a quitté le grand Bayern de Munich, a choisi de l'effectuer sous le maillot de l'AS Monaco, où il retrouve son coéquipier de l'équipe du Danemark, le blond Soren Busk. Lille a également misé sur une paire de même nationalité en recrutant 2 Belges, Erwin Vandenberg, qui marque ici contre le Mexique, et l'attaquant de Waregem, Philippe Desmet, un Vandenberg quelque peu surpris par le football français. En Belgique, on a coutume de dire que le football français est surtout caractérisé par le beau jeu, qu'il n'est pas aussi dur que le jeu pratiqué chez nous. Mais après 2 matchs, je me rends compte qu'ici, le football a évolué, qu'il est resté très technique, mais qu'il est aussi devenu physique. Pour moi, c'est une surprise. 3e et dernière paire d'étrangers, les Hongrois Anish et Nagy. L'un était titulaire, l'autre est entré en cours du match France-Hongrie. Ils joueront côte à côte à l'AS Nancy-Lorraine. Il y a quelques années, lorsque l'on recrutait un étranger, il s'agissait presque toujours d'un attaquant. Depuis le mondial, les défenseurs font leur entrée en masse. À cet égard, le recrutement de Brest est exemplaire puisque sont arrivés en Bretagne le libéro argentin José Luis Braun, un champion du monde, et le stopper brésilien Julio César. Pas de doute, avec ces 2-là, Brest aura une défense de fer. Depuis 1 an, les Bulgares sont à la mode. Cette saison, c'est le libéro et capitaine de la sélection nationale, Georges Dimitrov, qui arrive en France, plus précisément à Saint-Étienne. Le Havre aura également son Bulgare, l'attaquant Bojko Veličkov. Des défenseurs encore, avec l'Allemand de l'Ouest Karl-Heinz Forster, qui a quitté Stuttgart pour la Canebière et la bande à tapis. Arrière gauche avec l'Argentine, Julio Olarticoechea arrive à Nantes tout auréolé de son titre de champion du monde. Il retrouve Burruchaga et apparemment ça lui réussit bien puisqu'il a déjà inscrit son premier but. Beaucoup de défenseurs donc, mais les attaquants ne sont néanmoins pas totalement démodés. Auxerre, qui se souvient des services rendus par Zarmak, est allé chercher en Pologne un avant-centre, Andrzej Gudzinski, bien malheureux contre le PSG. L'Uruguayen Cabrera a eu quant à lui avec Nice plus de chance qu'au mondial puisqu'il a déjà inscrit son premier but en championnat de France.
Mais en matière de transfert, la palme revient au Racing Club de Paris, qui n'a pas lésiné sur les moyens en recrutant 3 joueurs ayant disputé la phase finale. Et non des moindres, puisqu'il s'agit de l'Uruguayen Enzo Francescoli, vedette de River Plate, meilleur buteur du championnat argentin, un joueur de caractère, et de son compatriote Ruben Paz, le troisième étant l'Allemand de l'Ouest Pierre Lidbarski. Espérons que cet afflux de vedettes dans notre football aidera les clubs à remplir les stades. Des clubs qui pour la plupart ont investi des sommes considérables sans la moindre garantie de rentrer dans leurs sous. Enfin, normalement, il y aura du spectacle. Il y en avait, par exemple, vendredi dernier au Parc des Princes, puisqu'il y avait, Thierry, 5 joueurs qui étaient présents au Mexique, tous du côté du Racing d'ailleurs, car le Havre, on a peut-être un petit peu moins de moyens. Fernandez, tu sauves aussi ses Français, donc Francescoli, Lidbarski, dont parlait Yves à l'instant. Oui, et c'est la raison pour laquelle, Didier, on a choisi pour cette deuxième journée le match du jour, qui sera donc Racing Le Havre, pour le retour justement du Racing Club de Paris au Parc des Princes. En ce moment, il pousse de drôles de fleurs dans la capitale. D'un côté avec PSG pour gagner et un peu plus loin, Racing battra, Paris vaincra. Évidemment, on met le paquet de part et d'autre afin de séduire le versatile public parisien. 28 000 spectateurs pour le PSG mardi et vendredi 19h au Parc pour le Racing. Pas terrible. 19h30, c'est un peu mieux. 20h, ça commence et 20h30, c'est pas mal, mais il n'y en a finalement que 13 000. Attention, tout va se jouer prochainement. D'accord, alors dis-moi. Ça passe là? Ouais, ça passe là. Tu es un supporter du Racing ou du Paris Saint-Germain? Du Racing. Et tu suis pas le Paris Saint-Germain? Si, des fois. Alors comment tu vas faire? Tu vas aller voir tous les matchs du Racing ou du Paris Saint-Germain ou tu vas faire un choix? Les deux. Ça dépend. Les deux. Ça dépend de quoi? Parce que quand on joue contre le Paris Saint-Germain, on se prend des plus grosses piquettes, alors on va faire Racing. Tu préfères le Racing? Ouais. Et tu vas voir tous les matchs du Racing, tous les matchs du Paris Saint-Germain? Ça te coûte cher ça? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend la qualité du jeu. S'il y a Bocandé qui vient, je serai présent. On verra bien. En tout cas, contre le Havre, une victoire et un match plaisant. Le Racing a marqué des points, même s'il est vrai, Thierry, que le Havre était handicapé au bout de quelques minutes. Un ancien Parisien. Dès la 3e minute, en effet, les Havrais, qui jouent avec des couleur herbe, perdent Guillochon. Forte entorse de la cheville. Malheureusement, le gentil Yannick sera absent pendant au moins 5 semaines. On lui souhaite un prompt rétablissement. Il est remplacé par Noël Vido. Noël Vido que l'on va voir partout sur ce terrain et qui fut bien près de marquer ici une première fois. Alors que sur un contre, le Racing obtient un corner, tête de Bossis, Lidbarski est bien seul et marque le premier but parisien de la saison à la 20e minute. 1-0, beaucoup d'occasions pour les Parisiens. Encore Vido juste à côté du but de Olmeta. Et 1-0 toujours, score à la mi-temps. En deuxième période, les joueurs du Racing se créent de superbes occasions, comme Ben Mabrouk ici. Pas de chance à Lim, le poteau est là, car l'action était de toute beauté. Et encore une fois, Vido est venu défendre. Et en deuxième période, toujours les joueurs du Racing qui sont à l'attaque et qui vont obtenir par Lidbarski une nouvelle balle de but. Là, c'est la transversale qui sauve Casanova. Alors que ici rentre Bruno Germain à la place de Bureau. Mais ce sont sur cette belle action menée par Bizek et Carpentier les Havrais qui vont égaliser de belle manière. Un but magnifique de Monteil. Olmeta pris à contre-pied ne peut absolument rien faire. 1-1. Mais le Racing, c'est évident, ne méritait pas de perdre cette rencontre. Il avait eu trop d'occasions. Et sur un bon sursaut d'orgueil et une balle remise au centre par Germain, Luis Fernandez marque son premier but, ciel et blanc. Il est content, Luis. Il y aura d'autres belles occasions, des moments de belle technique. Francescoli tire au-dessus après avoir fait le plus difficile. Et pour ne pas être en reste, Pierre Lidbarski, seul lui aussi face au but de Casanova, tirera au-dessus. Mais en jouant comme ça, le Racing fera venir du monde au parc, c'est certain. Notre homme du match, il aura 24 ans le 15 décembre 62 et il est rentré en jeu alors qu'il n'était pas titulaire. C'est Noël Vido, 1m73, 68 kg.
né le 15 décembre 1962 à Saint-Denis de la Réunion. Il est au Havre Athletic Club depuis 4 ans. Il vient de l'INF Vichy. Et s'il avait marqué les 2 buts qu'il a eu au bout du soulier, il aurait eu certainement 6 étoiles à France Football. Ça n'est que partie remise. On a découvert Noël vide au Parc des Princes, vendredi. Le président Lagardère avait le sourire. Il faut dire que ces 3 stars achetées à prix d'or semblent sur le chemin de la forme. Luis Fernandez, tout d'abord, dont c'était le grand retour au Parc des Princes. Un Luis Fernandez toujours aussi combatif, qui, comme il nous l'avait promis récemment, ne s'est pas embourgeoisé. Un Luis Fernandez qui trouve petit à petit ses marques et qui déjà dirige ses partenaires, un vrai patron. Et pour le premier match, on vous l'a dit et vous l'avez vu, et vous allez le revoir sur un triangle, un premier but. Et aussi, un peu plus tard, un premier avertissement. Finalement, Luis Fernandez reste le chouchou du parc avec le maillot du PSG ou avec celui du Racing. Même combat. Vous savez, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Il va falloir attendre un certain temps avant que les automatismes soient en place. Mais ce que vous avez vu, je crois, c'est quand même un test positif qu'on a passé ce soir. Pierre Lidbaski, auteur d'un but, d'un tir sur la transversale et de quelques bonnes accélérations, tient, semble-t-il, le bon bout. Ses dribbles devraient enchanter le public. Lidbaski possède de sacrées gambettes arquées. Et la légende dit qu'il est né sur un cheval. La légende dit aussi qu'il est capable de dribbler un joueur dans une cabine téléphonique. En est-il vraiment capable? La question lui est posée par son manager, René Haus. Ça le fait sourire. Ja, ich möchte es noch zeigen. Bis jetzt hat es noch nicht so gut geklappt, aber ich glaube schon. Il voudrait encore le démontrer, mais jusqu'à présent, sa forme ne lui permet pas encore. Bientôt alors, d'accord. Reste maintenant le cas Francescoli. L'Uruguayen est un dribbleur également fantastique. Lidbarski, Francescoli, cela donnera à coup sûr du beau spectacle au parc. Seul petit problème, pour exprimer toutes ses qualités de dribbleur, Francescoli aime partir de loin et compte tenu de sa position d'avant-centre, cela n'a été possible qu'à 5 ou 6 reprises dans le match. Oui, bien sûr. Bon, je pense que c'est un problème d'adaptation, mais l'ambiance est très bonne. Tous mes partenaires essaient de me faciliter la tâche sur le terrain et je pense que tout devrait bien se passer dans les semaines à venir. Le président Jean-Luc Lagardère est allé féliciter ses joueurs à la fin du match. Pour lui, cela ne fait aucun doute. Le Racing de Paris est sur la bonne voie. Encore un petit problème bien compréhensible du reste de cohésion. Et tout devrait aller pour le mieux. Donc 5 Mexicains entre guillemets au Parc des Princes. Et Thierry, ils étaient 6 au stade de Grimont-Pré-Joris, 4 du côté de Bordeaux, Baptiston, Tigana, Ferry, Vercruis, 2 du côté de Lille avec Philippe Desmet et Erwin Vandenberg. Et si je compte bien, je crois que ça fait 7, car il me semble que Philippe Huy était également au Mexique. Mais j'en suis plus très bien sûr. Absolument. Vous croyez? Oh, combien? On va voir. Alors ça fait 7. C'est mieux qu'au Parc. Cette première rencontre à Lille, c'était aussi l'occasion de découvrir les petits nouveaux sous leurs nouvelles couleurs, notamment les jumeaux yougoslaves Zoran et Zlatko Vujovic. Et puis bien sûr, les 2 grands espoirs du football français et girondin maintenant, Jean-Marc Ferreri et Philippe Vercruis. Philippe Vercruis, porter le numéro 10 à Bordeaux, c'est pas trop lourd? C'est difficile de porter le numéro 10, en plus à Bordeaux, c'est encore plus difficile. Mais c'est ce que je voulais depuis longtemps et je suis très heureux d'être à Bordeaux. À Lille, on a également changé d'étranger. Le LOSC a choisi la filière belge avec 2 attaquants internationaux, Philippe Desmet et Erwin Vandenberg. 4 nouveaux à Bordeaux, 4 à Lille. Et comme tout va par 2, ces 2-là sont 2 anciens Basquiais, Pastinelli et Lacuesta. C'est pas trop difficile de s'intégrer dans cette équipe lilloise? Un petit peu dans la mesure où physiquement je suis un peu juste. Je n'ai commencé à travailler vraiment qu'il y a 15 jours. Mais avec un peu de volonté, on va arriver, je crois, à faire quelque chose ce soir. Mais au début du match, c'est Bordeaux qui a le plus de volonté et qui amène sa plus belle occasion à la suite de ce débordement et de ce dribble de Zlatko Vujovic. Malheureusement, sur son centre, Philippe Vercruis ne peut que toucher le petit filet. Ensuite, Bordeaux joue plus prudent. Il y a beaucoup de Girondins en défense et bien sûr, les occasions se font rares. Les plus nets, on les voit en fin de rencontre avec des Lillois qui font le maximum pour arracher la victoire, comme Dido. Il réussit un super slalom, mais son tir est raté. Dommage pour Lille. Finalement, dans ce match, il n'y aura pas de but. Toutes les occasions lilloises seront contrées ou bien les tirs passeront à côté, comme celui-ci de Philippe Desmet. 0-0. Aimé Jacquet est satisfait. Cette équipe lilloise nous fait toujours très très mal. Ce soir, elle a encore confirmé toutes ses qualités athlétiques avec un jeu extrêmement bien coordonné qui s'appuie sur un engagement total et indiscutablement Bordeaux a beaucoup souffert.
Nous avons su répondre, je dirais, avec beaucoup de maîtrise, mais tous nos gestes techniques n'ont pas toujours été, je dirais, parfaits, ce qui fait que pour nous c'est un bon résultat. L'autre façon de voir le match, c'était aussi de voir les nouveaux. Côté bordelais, celui qu'on a plus remarqué a été Zlatko Vujovic. Les nordistes, eux, sont les seuls à ne pas avoir marqué le moindre petit but après 2 journées. Ce n'est pas la faute à Desmet qui a beaucoup bougé la défense de Bordeaux. Vous jouez avec 4 nouveaux joueurs, vous êtes satisfait de leur intégration? Oui, disons qu'à 70% on peut être satisfait. On sent encore qu'il manque un petit peu de maîtrise. On sent encore également qu'il y a des automatismes qui ne sont pas tout à fait encore au point. Mais c'est tout à fait normal quand on voit quand même que des équipes comme Bordeaux et comme Nantes encore que nous venons de rencontrer sont aussi au même point que nous. Donc je ne désespère pas d'apporter encore un plus à cette équipe. Ce qui ferait bien sûr plaisir aux plus célèbres des supporters lillois, un Belge comme il y en a beaucoup maintenant qui viennent de Bruxelles pour voir ce LOSC à la mode belge. Eddy, comment vous avez trouvé les 2 Belges de l'équipe de Lille? J'ai trouvé bon, je veux dire. Je trouve surtout que Bordeaux m'a un petit peu déçu parce que comment ils sont venus ici pour une grande équipe comme ça uniquement pour faire un match nul, on n'a pas vu grand chose de leur part. Voilà, on parle flamand maintenant dans les vestiaires du LOSC. Comme l'année passée, au cours de sa brillante série, eh bien, le Paris Saint-Germain a eu une certaine réussite au stade de l'Abbé des Champs face à l'AJ Auxerre. Frédéric Jaillant va nous expliquer cela lui-même. Match de remarquable qualité à Auxerre. Technique et valeur individuelle d'un côté, celui des champions de France. Vivacité et imagination de l'autre, celui des Auxerrois. À l'arrivée, tous les ingrédients pour un grand spectacle, à commencer par les buts. Celui que vous venez de voir est le premier de la partie, le voici de nouveau. Marqué par Barret et pour Auxerre après 20 minutes de jeu, Paris est mené 1-0. 2 minutes plus tard, le deuxième de la partie. La tête d'Ali Lodzik rebondit sur celle de Gomez, le défenseur d'Auxerre, on ne le voit pas très bien. Bocandé, lui, a accompagné, 1 partout, c'est le score à la mi-temps. Autre ingrédient, le suspense. Exemple, la 49e minute de jeu, tête de Gudzinski sur le poteau. Pas de chance Auxerre, bien joué Bax sur ce deuxième tir. 3e chance avec un centre de Perdriau, mais en fait, c'est aux Parisiens qu'elle va profiter. La contre-attaque se développe rapidement et dans 20 secondes, le Paris Saint-Germain, au lieu d'être mené 2-1, mènera sur ce même score. Bocandé, Ali Lodzik, Suzik. De nouveau Bocandé, puis Ayash. Bocandé, il pivote. Résultat, le Paris Saint-Germain gagne 2-1 et Auxerre n'a vraiment pas de réussite. En première période déjà, les Auxerrois par Burksa avaient une première fois tiré sur le poteau. Début gardé par Joël Batz. Je crois que le match ressemble un petit peu à celui de la saison passée. Je crois que Auxerre a été très très combatif et c'est vrai que par moments on a eu très chaud, mais je crois que avant tout pour nous c'est le résultat qui est extrêmement positif et c'est ce qui est très important pour nous ce soir. Vous avez eu de la chance également? Mais je crois que dans chaque match il en faut de la chance, il faut savoir la saisir et je crois que c'est ce qu'on a fait. On a su réagir à des moments importants et bon, c'est nous qui remportons le match et c'est pas illogique. Enfin, dernier ingrédient, les occasions de but. Presque toutes furent pour Auxerre, comme ici où Cantona rate, comme on dit, l'immanquable. Nous étions en première période, comme sur cette autre occasion, moins heureux que sur l'action précédente. Bax relâche et les Parisiens, une fois encore, s'en sortent bien. Enfin, alors que Paris menait par 2-1, Auxerre aurait encore pu égaliser en fin de match, tête de Gudzinski au-dessus et à l'origine. Un centre de Géraldès qui a multiplié les centres et les actions de ce genre. Il a réussi une partie époustouflante. Effectivement, oui, je pense que j'ai fait un bon match. Je me suis créé pas mal d'occasions de centrer, j'ai bien débordé. Je pense avoir fait un match plein ce soir. Le meilleur depuis que vous êtes à Auxerre? Oui, de loin je crois. Vous pouvez vous présenter un petit peu? Je m'appelle Eric Philippe Géraldès. Je suis formé à l'AJ Auxerre, j'y suis depuis 6-7 ans. Quel âge? J'ai 23 ans. Et on reparlera de vous? C'est tout le malheur que je me souhaite.
Eh bien, un joli final. Il sait très bien répondre à ces questions. Donc tout le malheur qu'on lui souhaite, Philippe Géraldès et Auxerre qui, je crois, donc méritait au moins le match nul. On n'a pas marqué beaucoup de buts dans cette deuxième journée. 3 buts Auxerre PSG, c'était pas si mal. On a fait mieux simplement au stade Saint-Symphorien. Mais il y en a qui valent le coup d'œil tout de même, surtout du côté du Stadium de Toulouse. Mais je ne vous en dis pas plus. Voyons cela avec Philippe Huy et Frédéric Jaillant. Toulouse-Monaco, près de 12 000 personnes, un carton pour les Toulousains Stopira et Marx et 3 buts de Stopira, Passy et Lerby. Voici le premier, il est superbe, marqué de la tête par Stopira, 1-0 pour Toulouse. On joue alors depuis 6 minutes. En deuxième période, égalisation de Monaco, également de la tête par Lerby. Un partout entre les deux équipes, mais la victoire pour Toulouse à 9 minutes de la fin, grâce à ce coup franc réussi par Passy. Toulon-Nantes, 12 000 spectateurs à Mayol pour ce match avec 4 cartons, 1 pour le Toulonnais Ricor et 3 pour les Nantais, Deboté, Bourouchaga et Olarticochea. Match de gala bien sûr, l'exemple de Marseille a déjà gagné Toulon. On donne de plus en plus dans la fête autour des rencontres de football pour plaire au public, à Henri Michel aussi bien sûr. Pour les joueurs, l'essentiel reste bien sûr le match et là il a fallu attendre 1 heure de jeu pour voir les Varois ouvrir la marque. De ce corner, une tête d'Alfano et c'est Ramos, Victor Ramos qui reprend ce ballon. C'est son 3e but en 2 matchs, il est actuellement meilleur buteur du championnat. Mais Nantes va sauver l'essentiel, c'est-à-dire le point du match nul. 9 minutes plus tard, mésentente entre Alfano et son gardien Moté. Et Olarticochea marque son premier but en France en poussant le ballon. Brest-Marseille avec un record, 21 482 spectateurs pour voir cette rencontre entre les deux équipes surprises de la première journée. Mais pas de chance cette fois, il n'y a pas eu de but. Nice-Rennes, moins de 10 000 personnes en revanche et une pluie de cartons, 2 pour les joueurs niçois, 4 pour les Rennais. Il faut dire que le seul but du match a été marqué à la suite d'un pénalty pour le moins douteux. Henry semble se laisser tomber. Encore 10 minutes à jouer. L'Uruguayen Cabrera transforme et Nice bat Rennes 1-0. Saint-Étienne-Nancy à présent est 2e match nul pour chacune des deux équipes. Aucune dans ce match n'a en effet réussi à marquer le moindre but. Laval-Lens, bon début d'Ovubokiri qui a marqué après 30 secondes de jeu seulement. Égalisation pour Lens de Shérif Oudjani. Il jouait l'an passé à Laval. Dur. Metz-Sochaux est le premier carton de ce championnat 86-87. 6 buts, mais aussi beaucoup de pénaltys. 4 dont 3 seulement ont été réussis. Les choses n'ont pas traîné puisque les Lorrains ouvraient la marque dès la première minute. Un centre de Lopez, la défense de Sochaux qui est statique, et Black lui en profite pour marquer son premier but dans le championnat français. 9e minute, suite des malheurs sochaliens avec l'expulsion de Fernier. Le meneur de jeu de Sochaux n'a pas apprécié la décision de M. Femenia qui accordait un pénalty aux Messins. Pénalty transformé par Bernard Zégnier, 2-0 pour Metz. Et ce n'est pas terminé puisqu'à la 23e minute, Michiche va porter la marque à 3. Il traverse le terrain en diagonale, tir croisé et Rust va ramasser le ballon pour la 3e fois au fond de ses filets. Pénalty raté cette fois-ci pour Sochaux, il était tiré par Paille et c'est Hétor qui a sauvé cette occasion. Soirée des pénaltys, je vous l'ai dit, 3e pénalty pour l'instant avec une faute de Brisson et le pénalty est cette fois transformé par Black. Quelques minutes plus tard, l'arbitre, M. Femenia, va siffler son 4e pénalty. C'est rare, c'est aussi sévère, mais cela va permettre à Sauzet de sauver l'honneur des Franc-Comtois. 4-1. C'est fini pour les pénaltys, pas pour les buts, puisque Metz va en réussir un 5e. Au départ de l'action, Michiche pour Zégnier. 5-1, doublé donc dans ce match pour l'Écossais Black et pour Zégnier. Metz qui sera au Parc des Princes mardi contre le leader, le Paris Saint-Germain. La seule équipe qui compte 4 points pour 2 matchs. Derrière un peloton d'ambitieux, 6 à 1 point. Marseille, Nice, Toulouse, Brest, Nantes et Bordeaux. Dans la deuxième moitié du tableau,
Seuls Le Havre et Monaco ne comptent aucun point. Mais attention, Sochaux, le Sochaux de Jean Fauvergue et d'Albert Rust a déjà concédé 8 buts en 2 matchs. C'est tout de même peut-être un peu beaucoup. Voilà, et nous allons maintenant avoir encore une nouvelle rubrique dans ce téléfoot New Look. Ce sera le but de la semaine, Didier. C'est un choix du service des sports et comme tout choix, c'est arbitraire. Oui, c'est arbitraire et puis en plus, nous n'avons pas reçu les images du match de Brest lors de la première journée avec, paraît-il, 2 superbes buts de Bucher. Alors ce but, bien entendu, vous l'avez vu dans le courant de cette émission, le but que nous allons vous passer, mais vous allez le revoir d'une manière un peu différente et là, vous allez voir, c'est super, vous allez comprendre. C'est une nouvelle rubrique, le plus beau but de la semaine. Il est beau. Oh, il est beau. Oh, qu'il est beau. Eh bien, pour le service des sports de TF1, le plus beau, c'était celui de la première journée, marqué par Marseille, le premier des 3 buts marseillais. Vous vous souvenez, Giresse, Galtier, Cuben. Et pas simplement la tête de Cuben. Écoutez, vous allez comprendre. Au départ donc de l'action, une passe de Sliskovic pour Alain Giresse. Mais regardez, Alain Giresse est vraiment dos au but, il ne sait pas ce qui se passe. Il va se diriger vers la droite et à un instant, il a vu l'appel de Galtier. C'est très évident, il a tourné son visage. Maintenant, il faut réaliser la passe dans de bonnes conditions. Ce n'est pas évident car Alain Giresse est marqué de très près. Eh bien, la passe est parfaite, juste dans l'axe de Galtier. Mais vous voyez, Camoros est bien en retard, donc Galtier, et le ballon bombe, pourrait contrôler son ballon, poursuivre l'action et s'entrer en retrait. Eh bien non, il tente directement sa chance, un geste très difficile à réaliser, sans contrôle, en demi-volée. Superbe détente au passage de Patrick Cubens. Et vous voyez, le ballon ne va pas n'importe où, juste au ras du poteau. Il aurait pu aller là, là, là. Vraiment un but magnifique dans la finition et aussi dans sa conception. Bravo donc, Cubens, mais également à Alain Giresse et M. Galtier. Bien. Alors on va, Didier, parce que le championnat de 2e division a aussi repris à l'occasion de ce week-end. Et nous allons voir, si vous le voulez bien, les résultats de cette 2e division, en commençant bien sûr par le groupe A, avec le mauvais début d'un des favoris, Strasbourg, battu sur son terrain par Reims, un but du défenseur Dufresne. Tours, but de Darmandrail tenu en échec par Quimper, but de Langers. A signaler également que Guingamp, but de Rio, a été tenu en échec par Abbeville, but de Cutermark, et que Niort, grâce à Belabdé, et Valenciennes, grâce à Legray et Corroyer, se sont imposés à l'extérieur. Quand sera le favori de ce groupe A? Voyons le groupe B maintenant. Eh bien, dans ce groupe B, à noter le carton d'Alès face à Nîmes, 3 buts de Montxuc notamment. Lyon a battu Montpellier dans un des premiers matchs au sommet. Premier derby corse depuis 20 ans et c'est Ajaccio qui bat Bastia 3-2. À noter également que Cannes est allé s'imposer au Puy. Ça n'est jamais facile grâce à des buts signés Savic, Aymon et Bélizy contre un but de Caro. Il faudra compter avec Cannes, Thierry, j'irai peut-être faire un petit sujet. Je crois qu'il faudra compter avec Cannes, effectivement, en 2e division, car les Cannois, cette saison, c'est pas vous qui allez me dire le contraire, se sont super bien renforcés. Superbement renforcés, c'est vrai. Nous allons donc voir maintenant la grille du loto sportif. Il y a quelques petites surprises. Déjà, je crois que vous étiez out après la journée de première division, moi, c'est Thierry. tout de suite réglé, moi. Tout de suite réglé. PSG à Auxerre, il faut le trouver. Metz-Sochaux, Racing Paris-Le Havre. Bon, là, ce sont des victoires à domicile, évidemment, c'est un peu plus simple. Et puis la 2e division, où là, il y a tout de même 3 victoires à l'extérieur. Même avec des doubles ou des triples, il sera difficile d'atteindre le maximum, c'est-à-dire les 16 résultats justes. J'en profite pour vous présenter le Loto-Foot. Alors voilà, le Loto-Foot, tous les matchs de la saison 86-87. C'est un petit peu loin, on va peut-être se rapprocher. Et vous allez voir, d'ailleurs, Georges Dominique a participé à ce livre. Alors j'aime autant vous dire que côté chiffres, ça y va, c'est très précieux si vous êtes un fanat et si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour gagner au loto. Et puis c'est le début de saison, donc ce sont les agendas. Thierry, le carnet du supporter, saison 86-87. Dedans, il y a les photos, les joueurs, les téléphones et puis même un petit peu de place pour signer des autographes. Peut-être un peu plus loin, je ne le trouverai jamais, c'est pas grave. Et dans le même registre, football 86-87 que nous devons à But et nos amis Guy Champagne, Laurent Moissé et toute la bande, et puis les classiques. Les classiques, oui, et puis il y a un autre guide, mais on le présentera la semaine prochaine parce qu'on ne peut pas tous les présenter, c'est celui de notre ami Olivier Ray. Alors voici les classiques avec le numéro de ce mois-ci de 11, le magazine du football mondial en couleur, et justement, pour ne pas être en reste, avec les internationaux,
mondial, le nouveau mondial du fameux tandem Denisot-Bietri, arbitré par Didier Roustan. Voici le numéro qui vient de sortir. Rien à ajouter, Thierry? Si, justement, je voudrais ajouter un petit quelque chose, c'est que c'est le début de saison aussi pour le variété, que vous aimez tant, mon cher Didier, on vous attend quand vous voulez. Il joue cet après-midi, enfin plus exactement ce soir, à côté de Saint-Lô, à Cerisy, et puis cette semaine, pour les 14 et 15 août, dans le cadre des stages de notre ami Jean-Michel Larquet, eh bien le variété sera à Combeau et à Saint-Jean-de-Luz. Jean-Michel, bonjour, on t'attend, tu peux revenir travailler quand tu veux. Je viendrai avec plaisir, mais vous savez que j'ai signé un contrat à vie avec les Globetrotters, donc... on a beaucoup d'argent, nous. On voudrait beaucoup. On a énormément d'argent. L'argent, ça ne peut pas toujours tout faire. Voilà, c'est terminé pour ce TF1 Téléfoot New Look. J'espère que vous avez apprécié un petit peu la nouvelle formule. Ne vous en voulez pas trop, dans la mesure où il manque un petit peu de personnel. Jean-Michel Larquet n'est pas là, ça va nous manquer. Et puis, tout, je pense, sera bien rodé pour le Téléfoot du 15 septembre. À bientôt, soyez indulgents, le Téléfoot numéro 2 sera encore meilleur.